Salut les rookies, c'est Jess. Dans la deuxième vidéo, j'ai choisi de vous parler du fast break, autrement dit en français dans le texte, la contre-attaque rapide. C'est un sujet d'école très important à aborder avec les jeunes sections notamment. Quatre notions majeures pour la contre-attaque rapide, le rebond, la zone de sortie, la zone de décision et les couloirs de course. Pour le rebond, on voit là notamment deux équipes, une qui attaque, une qui défend, les bleus. On va aborder différentes étapes afin de se faciliter la prise du rebond. La première étape, c'est la lecture de jeu. Très important d'anticiper la trajectoire du tir pour se positionner idéalement sous le rebond. Bien sûr, ça s'accompagne d'une annonce au coéquipier. La deuxième étape, c'est ce que j'ai appelé la position préférentielle, où on obtient ça aussi par l'usage du box-out. C'est important de comprendre ce que ça signifie. J'aime bien illustrer ça, moi, notamment, avec la notion de dire on laisse la place au ballon de venir à soi. Et oui, effectivement, si vous positionnez mal au rebond, ou que vous faites par exemple ici enfermé sous le cercle, vous n'aurez pas la possibilité de laisser le ballon venir à vous. Vous allez devoir compter uniquement sur les qualités athlétiques, être le plus grand et le plus fort, ce qui aide bien sûr à prendre le rebond. Mais comme ce n'est pas toujours le cas, il faut aussi compter sur des qualités techniques, et les qualités techniques, elles consistent, ici c'est perdu, on est sous le cercle, à prendre sa place avec un écran de retard éventuellement sur son vis-à-vis pour s'ouvrir le plus grand périmètre possible sécurisé et laisser le ballon venir à soi. C'est ce qui facilite la prise du rebond. Et c'est illustré aussi notamment dans la même logique, si un tir est pris de plus loin, il faut élargir ce cercle puisque le ballon va rebondir plus lourdement sur la planche ou sur le cercle et donc atterrir beaucoup plus loin. Voilà. À partir du moment où le rebond est contrôlé par notre grand, il y a quelques notions à intégrer. La première, c'est qu'il va pivoter pour chercher une zone de sortie. Il peut pivoter notamment de ce côté, côté tir ici, pour aller chercher la zone de sortie. On le voit très bas à ligne de fond ou très haut à l'extrémité, ce qui est l'idéal sur une action prioritaire. Et il peut aussi pivoter bien sûr de l'autre côté, pour de la même manière aller chercher très bas ou très haut sur la zone de sortie. Le travail des ailiers, on peut en parler ici, va être important, ce sera d'ouvrir la fenêtre de passe. Donc l'idéal pour les ailiers, c'est de se positionner. Donc là, on voit la deuxième zone de sortie, on peut être très bas ou très haut. Et je parlais des ailiers. L'idéal, c'est de se positionner un très bas et un très haut sur la zone de sortie. À partir du moment où on a nos trois ailiers bien positionnés sur les zones de sortie, les défenseurs sont obligés de faire des choix. Il y en aura forcément un qui sera en retard et ça ouvre une passe sur la zone de sortie, qui peut être soit ligne de fond et on ira sur du jeu placé, soit à l'extrémité à gauche ou à droite, et là on peut continuer sur l'action prioritaire de notre contre-attaque rapide. Voilà. Très important pour le grand qui va faire la passe de sortie, c'est garder la balle en haut pour pouvoir privilégier notamment une skip pass. La skip pass, c'est celle qui permet d'éviter les contres et qui donne un meilleur contrôle de la balle et aussi parfois plus de force pour justement aller chercher la passe la plus longue sur la zone de sortie. À partir du moment où la skip pass est passée sur la zone la plus longue, l'ailier qui récupère la balle peut démarrer un dribble fort, maximum 2 dribbles, vers la zone de décision que vous voyez illustrée ici au niveau de la zone médiane, soit en haut, soit en bas, selon le côté où la balle est sortie. Ce dribble fort, il permet d'ajuster le timing pour la passe à l'opposé. Donc idéalement, l'action prioritaire, ce sera de faire la première passe qu'on voit entrer Tillet, qui sera à l'opposé. Si cette passe n'est pas possible parce que notre ailier à l'opposé n'a pas fait la course ou est défendu, auquel cas on va prolonger notre dribble. Donc on voit ici notamment que l'ailier a fait la course, la passe a été réussie, il récupère la balle et il peut aller au lay-up. Là, on est dans le cadre d'une action prioritaire du fast break ou de la contre-attaque rapide. On va voir maintenant la troisième notion, les couloirs de course. Le choix des couloirs pour les ailiers, pour les intérieurs ou pour les porteurs de balle. Ici, on parle des ailiers à l'opposé. Donc, si le rebond a été pris et que la balle est sortie par exemple en bas, l'ailier qui va être en haut en position numéro 1 à l'extrémité doit entamer une course très rapide dans le couloir de course extérieur maximum. J'ai mis ici 1,50 m et enfin piquer à 45 degrés direction panier. Ce qui est important de comprendre sur cette course-là, c'est qu'il faut absolument courir dans le couloir le plus large possible, au bord de la ligne latérale, puisqu'en fait, c'est ce qui va permettre, premièrement, d'obtenir le meilleur timing, et deuxièmement, de faciliter l'action, et à plein de niveaux. Si la course elle est faite pratiquement sur le centre du terrain, la passe est plus difficile à faire et le défenseur a plus de facilité à défendre. Si l'ailier court bien à l'extérieur, généralement le défenseur ne fait pas la même course que lui, il est un petit peu en retrait. Ça permet une passe par-dessus, en tout cas une passe plus simple. Et plus on est large quand on arrive dans la coupe à 45 degrés, dans la diagonale, plus c'est facile de contrôler le ballon. Il y a aussi cette notion-là. Parce que si la course est resserrée, la passe est plus tendue, elle va arriver plus vite et c'est compliqué de la contrôler. Donc derrière, pour enchaîner sur un lay-up, eh ben, ça donne du déchet. Voilà. Donc très important d'élargir ces couloirs de course. Si on est l'ailier qui n'a pas été utilisé,
par exemple celui qui était en bas. On va faire une course un petit peu de sauvegarde. On est le dernier défenseur de la maison. On est en train de remonter côté adverse et on remonte par le centre pour se positionner idéalement face au panier adverse, à peu près à la zone de 3 points. On va être concerné notamment par la suite dans les transitions. Ça, c'est une vidéo qu'on verra ultérieurement, pardon. Voilà. Si cet ailier-là, qui était tout en bas de la zone de sortie, on lui a donné la balle puisque les deux autres étaient défendus en haut, auquel cas on va sur du jeu placé et on remonte la balle par le centre pour éviter de se faire trapper sur les lignes latérales. Le couloir des intérieurs, c'est celui du centre. Les intérieurs, c'est les deux grands, celui qui a pris le rebond et celui qui n'a pas pris le rebond. Généralement, celui qui n'a pas pris le rebond va démarrer la course, va devenir le trailer 1 dans les transitions, et celui qui a pris le rebond enchaînera et deviendra le trailer numéro 2. Dans tous les cas, ils font la course par le centre. Et enfin, si la passe a pu sortir à l'extrémité, c'est donc l'ailier soit en haut, soit en bas qui récupère la balle et qui, comme je le disais tout à l'heure, va enchaîner sur un dribble fort vers la zone de décision. Maximum 2 dribbles et surtout bien ouvrir la tête, bien lever la tête, ouvrir les yeux, pardon, pour voir la passe possible à l'opposé. Voilà, j'espère que vous avez compris cette partie théorique. On va passer maintenant sur une partie un petit peu plus dynamique et notamment avec une visualisation de l'action en accéléré. Donc, ce qui est intéressant dans ces visualisations, c'est d'imaginer que vous êtes le numéro 1, 2 ou 3 et de suivre que votre joueur. Voilà, on voit ici effectivement que la balle est sortie en bas. C'est l'ailier numéro 2 qui a fait la course à l'opposé et qui a été servi. On est ici dans le cadre de l'action prioritaire du fast break. En gros, l'action idéale. On va la décortiquer en mode pas à pas. Donc, on a un shoot qui est annoncé. On le verra après. Surtout, on a une prise de contact juste après le shoot par nos trois ailiers afin de pouvoir contrôler leurs adversaires, c'est l'équivalent d'un écran de retard, hein, et pouvoir justement pivoter si la contre-attaque rapide est possible en le gardant en contact et prendre de l'avance pour lui mettre un retard. À partir de là, on a aussi le travail du box-out qui est fait par nos intérieurs pour récupérer le ballon. Je le disais, l'annonce qui est faite du tir. Le travail s'appelle l'ancrage, hein, le travail de prendre en fait la position par rapport à son défenseur pour essayer de lui mettre un retard, ça s'appelle l'ancrage. Ici, on a notre 5 qui prend le rebond, et on l'a vu tout à l'heure, qui va pivoter. Ce qui est très important à la prise du rebond, c'est d'expliquer aux ailiers qu'il ne faut pas partir tout de suite côté attaque. Il faut absolument se positionner sur les zones de sortie. Et c'est ça le travail le plus difficile à faire, puisque il n'est pas instinctif. On a l'habitude, dans les catégories jeunes, de les voir partir droit au panier pour libérer des longues passes devant, mais ces longues passes, elles arrivent à beaucoup de déchets, puisque, je l'expliquais tout à l'heure, la passe n'est pas assez ouverte, le défenseur est souvent dans la ligne de passe, le contrôle est compliqué, plus les passes sont resserrées, plus les contrôles sont compliqués, notamment à éliminer là-dedans ce qu'on appelle nous la passe dans l'axe. Un intérieur qui prendrait le ballon et qui fait une passe dans l'axe, ça veut dire que l'ailier est en train de courir devant en récupérant un ballon derrière, il se contorsionne pour récupérer la balle. Et ça, on sait tous ce que ça donne. Donc le travail le plus important à ce moment-là, c'est de faire sortir les ailiers sur la zone de sortie et de bien, entre guillemets, la couvrir, de manière à ce qu'un des trois défenseurs soit en retard et on assure une passe facile. Voilà, à partir de là, le 4 peut partir sur son couloir de trailer, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et expliqué déjà. Et la passe, ici on le voit, est possible sur le 1 parce que notamment le 1 violet a fait le choix de rester dans l'aide ou dans la défense, dans le contrôle, vu qu'il est le dernier défenseur. Bien sûr, c'est une illustration, ça ne se passe pas toujours comme ça, il faut chercher les cas idéaux. Mais croyez-moi, si vous travaillez notamment dans la vitesse d'exécution, ça peut arriver qu'on puisse sortir ces paniers-là, et c'est toujours des paniers très bons à prendre. Voilà. En tout cas, il faut vraiment les travailler. À partir du moment où l'ailier a pris la balle à l'extrémité, il va commencer son dribble fort. On voit que le 2, à l'opposé, a commencé sa course bien large dans le couloir, et que le 3, son défenseur, est un petit peu en retrait. C'est ce qui permettra notamment de mettre une balle par-dessus, je le disais tout à l'heure. Le 4 a démarré sa course dans le couloir central de trailer, le 5 va la démarrer, et le 3, qui lui est l'ailier non exploité, va remonter tranquillement par le centre. On continue le dribble fort et les déplacements, et là, la passe est possible puisque le 2 a piqué et a un avantage sur son défenseur. Au bout de la passe, le lay-up, et bien sûr, on aura illustré ici le cas idéal, prioritaire de l'action fast break. Les no-way, je vais vous parler des no-way. Les no-way, c'est, on part du principe que le rebond a été pris, que la passe s'est faite idéalement à l'extrémité de la zone de décision. À partir de là, notre ailier qui a récupéré ce ballon va partir sur un dribble fort. S'il le fait trop court, et c'est le cas de notre premier no-way, il va s'arrêter trop tôt et faire une passe qui va être trop longue. On voit qu'il n'atteint pas la zone de décision.
Et généralement, cette passe, elle est molle parce qu'elle peut pas être tendue, à moins qu'ils aient beaucoup de force, mais c'est très rare. Et du coup, compliqué à maîtriser pour le 2. Et surtout, derrière, la plupart du temps, si elle est faite trop tôt, le timing n'est pas bon. C'est-à-dire que là, j'ai dessiné le 2 avec son défenseur dans un bon timing, mais généralement, si vous la faites trop tôt, le timing n'est pas bon, et cette passe-là, elle finit en touche ligne de fond pour les adversaires. Un deuxième no-way, quand on est contesté par notre défenseur, ça, généralement, ce que ça donne, c'est une espèce de balle très haute, en lob, qui est mal maîtrisée, qui est pas précise, et en fait, le temps que la balle redescende, le 3 violet ici aura le temps de recouvrir son retard, et généralement, c'est lui qui récupère cette balle-là. Donc, c'est une perte de balle. Si on est défendu, il ne faut pas faire cette passe-là. Un autre no-way illustré ici, c'est notre 2 et notre 4 bleu sont tous les deux en avance, ce qui peut arriver, surtout dans les classes de jeunes, et souvent ça emmène de la confusion, du cafouillage, à savoir, si le 4 prend la balle, il est dans un couloir beaucoup plus fermé, c'est très compliqué à contrôler cette balle, je parlais de contorsion tout à l'heure, c'est exactement le cas ici, il court, et à rattraper cette balle, c'est vraiment pas évident, surtout pour un 4 qui est censé être plus grand. S'il l'attrape pas et qu'il la laisse passer, le 2 va avoir été gêné, va pas voir la balle, ou va pas penser qu'elle est pour lui, et peut-être la laisser sortir. Dans tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un mauvais timing, et le 4 peut pas être en avance par rapport au 2. Voilà. Très souvent, c'est la perte de balle au bout. Un autre no-way qui est évident, si notre ailier à l'opposé est défendu, il n'y a pas de retard pour le défenseur, la passe n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle un fast break défendu. Dans tous les cas, au bout du no-way, ce qu'il faut, c'est l'ailier à l'opposé qui a fait la course, il descend short corner, et il descend encore de 2-3 mètres selon sa distance de shoot à lui, puisque ça va être une première menace possible, prendre le tir. Généralement, son défenseur va s'arrêter dans l'aide, donc à peu près à la hauteur de la ligne de la raquette. En tout cas, on mise là-dessus et bien sûr, on peut le faire évoluer. Je rappelle que tout ça n'est que théorique et que chaque coach prendra soin d'adapter et de faire évoluer ses solutions à lui. Voilà. Donc, on fait descendre dans le short corner le 2 et on lui libère la passe après un dribble prolongé puisque la première passe en rouge n'a pas pu passer. L'idéal de ça, l'idée derrière ça, pardon, c'est d'aller chercher les transitions derrière. Et on en parlera dans une prochaine vidéo. Il y avait aussi un no-way qu'on n'a pas abordé, qui est le problème du timing, à savoir que la passe s'est faite, mais par exemple la sortie de balle était un petit peu tardive, ou le 1 a pris un dribble un peu plus long ou un peu plus lent, et quand la passe s'est faite, le 2 était déjà plus loin que le panier. Ça, de nouveau, on va sur du jeu placé derrière ou de la transition. En tout cas, il est préférable que le 2 n'essaye pas d'aller au lay-up, parce que le 3 va pouvoir faire son retard, et le 2 est de toute façon mal positionné, il va devoir se contorsionner pour remonter au panier. Donc de nouveau, le 2 prolonge son dribble, le 1 prolonge lui dans l'axe couloir, de manière à pouvoir répondre présent si on a besoin de ressortir la balle, et retourner sur du jeu placé. Voilà, on a vu les différents no-way, et je vous ai parlé pour ça de la sortie vers les transitions. Les transitions, on va les appeler premier trailer, deuxième trailer, tir extérieur, et si aucune d'entre elles n'est possible, on ressort sur du jeu placé, qui va donner lieu à des systèmes courts, parce qu'il ne nous restera pas beaucoup de secondes pour les réaliser. On verra ça dans des vidéos ultérieurement. Donc on a vu la partie théorique, je rappelle les bases, le rebond, la zone de sortie, la zone de décision et les couloirs de course. De l'autre côté, on a vu une petite vidéo accélérée, on a vu le mode pas à pas, où j'ai essayé de vous donner des notions pour approfondir un petit peu, et on a surtout vu les no-way. On va parler maintenant des formules de coach. Le fast break pour un coach, c'est quoi? C'est des points faciles ou des lancers francs, parce que souvent l'action elle est rapide, le défenseur récupère un retard, et ça amène à la faute. Le fast break, c'est aussi des renversements via la ligne de fond pour des tirs ouverts. Donc effectivement, si on n'a pas pu partir sur l'action prioritaire et qu'on enchaîne vers des transitions, idéal que je vous développerai dans une autre vidéo, il y a renversement du jeu, ce qui nous redonne l'avantage à l'attaque et permet notamment des tirs ouverts ou des lay-up main gauche, dans le cas de figure que j'ai illustré. Le fait de renverser va redonner un retard aux défenseurs et une possibilité pour nos attaquants, soit de prendre du tir, soit d'attaquer le panier. Le fast break, c'est aussi une désorganisation et surtout, j'allais dire, une désorganisation adverse, puisque si on travaille la vitesse d'exécution, encore une fois, il n'y a pas de grand secret dans cette notion de fast break, c'est appris dans plein d'écoles, beaucoup d'organismes et de clubs apprennent ça aux jeunes, il n'y a aucun secret là-dedans. Finalement, le vrai secret, c'est la vitesse d'exécution et les relations qu'on arrive à déployer entre les joueurs avec justement ces réflexes, les joueurs qui apprennent à jouer entre eux et qui développent les bons réflexes pour vraiment accélérer finalement la vitesse d'exécution. Voilà. Donc tout ça, ça amène quoi? La désorganisation adverse. Et c'est ce qu'on cherche. Voilà. On a un avantage sur la défense. Jeu placé en face du fast break versus fast break. Le jeu placé, généralement, c'est l'avantage à la défense, puisque on est pratiquement arrêté
Et pour pouvoir attaquer du jeu placé, on va passer par des entrées, des systèmes de jeu, ou alors on va devoir affronter une défense de zone. Alors c'est pas le cas avant les cadets, en théorie. Dans tous les cas, c'est un casse-tête pour les coachs, c'est plus compliqué et on n'est pas dans la même dynamique de basket. Après, le fast break, l'avantage, il est à l'attaque, vu la vitesse, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On exploite les retards défensifs et on va parler d'actions prioritaires, de transition ou de système court. La dernière recette de coach, une recette réaliste, consisterait à vous expliquer qu'une possession, c'est 24 secondes, autrement dit 3 fois 8 secondes, et que l'idéal pour un coach, c'est de dire on joue le fast break de 0 à 8 secondes, sur une sortie de balle bien entendu, rebond défensif. On joue ensuite les transitions de 8 à 16 secondes, et enfin, on repart sur du jeu placé de 16 à 24 secondes si on n'a pas pu jouer nos transitions. Le jeu placé sur les 8 dernières secondes donnera lieu à des systèmes courts, puisqu'on n'aura que 8 secondes pour les réaliser. Voilà, c'est simple finalement, se dire qu'on a 24 secondes, on décompose en 3 tranches de 8 secondes, on joue du fast break, de la transition et du jeu placé. J'espère que vous avez compris tout ça, que ça vous aura en tout cas aidé à avancer dans votre basket. On parlera la prochaine fois justement des transitions sur un fast break défendu. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite surtout beaucoup de basket. Soyez forts, à très bientôt.